dans la même salle, c'est juste? Oui. Non, non, chacun se contente d'avoir un des trois, ou les deux, mais pas trois. Nous sommes très, très gâtés. Le système de la santé, c'est un des premiers indicateurs d'un pays. Et eux vont nous expliquer comment un pays pauvre comme Cuba, sous blocus depuis 60 ans, parce que tristement, on a fêté les 60 ans de blocus en février de cette année, comment un pays peut se permettre un système de santé gratuit et de qualité pour tous, et d'avoir plus de médecins par habitant que n'importe quel autre pays du monde. Et laissez-moi juste préciser que nous, on utilise l'expression blocus et non pas embargo, parce que c'est ce côté extraterritorial qui fait la différence. C'est-à-dire les États-Unis ne bloquent pas seulement Cuba, mais ils obligent d'autres pays à bloquer Cuba sous peine de sanctions. Pour le déroulement de la soirée, chacun des trois intervenants donnera une introduction de maximum 10 minutes, à peu près. Et on commencera par une approche un peu plus globale, et puis après on va aller plus dans les détails, épidémie, Ebola, etc. Et si on a le temps, on va encore visionner à la fin un petit film d'un quart d'heure sur la différence entre le système de Cuba et des Philippines, c'est juste? Oui. À la sortie, on refait une petite tournée de verré. Et puis, vous pouvez aussi trouver ici des exemplaires du livre qui vient de sortir en France sur le thème de la soirée, Médecins cubains, les armées de la paix, de Maïs Kider. Avant de présenter les trois intervenants, je souhaite faire un petit sondage pour eux, pour montrer à eux à qui ils s'adressent. Elle profite déjà pour saluer Yaris Lanus, la troisième secrétaire de l'ambassade de Cuba de Berne, et Randy Hernandez Nolasco, chargé des affaires consulaires aussi à l'ambassade de Cuba. Ils sont là. Madame l'ambassadeur Mayra Ruiz Garcia s'excuse pour être à Gripal. Et nous sommes très honorés que vous avez accepté notre invitation. Merci beaucoup. On profitera de vous poser des questions peut-être pendant la soirée. Est-ce qu'il y a d'autres Cubains dans la salle? C'est ce qu'on demande des fois. Parce que occasionnellement, c'est pas souvent, mais occasionnellement, nous avons des Cubains qui sont là, financés par la NED, National Endowment for Democracy. C'est un mouvement, une ONG qui a été fondée sous le président Reagan dans les années 80. Et eux, ils sont spécialisés de financer avec des dizaines de millions de dollars tout ce qui contribue à la déstabilisation du pays. Cuba, radio périphérique de Cuba-Miami en particulier. La NED n'intervient pas seulement à Cuba, aussi dans d'autres pays, toujours sous couvert de promouvoir la démocratie. Ils sont là uniquement pour déstabiliser ces pays. Leurs salariés, on peut les appeler des mercenaires, ils s'infiltrent donc dans ce genre de conférence, tout discret au début, puis après ils commencent tout à coup à crier « Mentira », « c'est mensonge »,« Cuba dictatura », et puis c'est à ce moment-là, après un moment, que l'audience commence à s'énerver un peu, s'agacer un peu, ce qui est normal après un moment. Là, ils commencent à filmer, et ils envoient les films directement à Miami pour dire « Regardez, c'est la dictature comme chez nous », etc. C'est très rare, mais si jamais ce genre d'incident nous arrive une fois dans une autre conférence, ben, le mieux c'est de rester calme ou bien de les filmer vous-même, quoi.
au lieu de réagir. Alors, là c'était pour les cubains. Après, qui d'entre vous travaille ou étudie dans le domaine médical ou paramédical? Vous pouvez vous manifester un peu, que vous voyez un peu? Ouais, mais c'est juste... Ah, ouais, quand même, hein? Ouais. D'accord. Il manque tous les étudiants, hein? Et puis, qui vient plutôt du domaine social? Ok. Et plutôt du côté solidarité, Association Suisse-Cubain, Médic-Cuba, les deux. Et puis, Jeune POP, bien sûr. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Et j'ai déjà vu, il n'y a pas de journaliste, ce qui ne nous étonne pas. Hein. Il y a quand même un journaliste? Non. Quelqu'un qui va écrire quelque chose? Alors, il y a eu ce matin la Radio Fribourg qui m'a interviewé sur ce qui allait se passer aujourd'hui. Excellent. Et ça a passé à 7h30 en direct avec explication du système de santé cubain. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose du système de santé cubain? Donc, plutôt une heure. Merci beaucoup. Ouais. Ça nous intéresse. Ouais. C'était Thierry Savary? Non, c'était Sarah Camporini, qui est une des journalistes de Radio Fribourg le matin. Bon, parfait. On va les écouter. On peut les écouter en différé. Ouais. Alors, je commence par vous présenter notre premier conférencier, le docteur Martin Herrmann, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie. Le docteur Herrmann est actuellement médecin agréé pôle santé du Pays d'en Haut, Château d'Eu, et officie en tant que médecin-chef remplaçant un pôle santé de la vallée de Joux. Et, outre son expérience professionnelle en Suisse, il a également servi à l'étranger en tant que chirurgien, coopérant et formateur au Nicaragua, El Salvador, Érythrée et Cuba. Il est membre du comité de la centrale sanitaire suisse romande, CSSR, et coprésident de Medicuba Suisse. Et je profite aussi de vous présenter Samuel Vanic qui vient de rentrer. C'est notre coordinateur national de l'association Suisse-Cuba qui est venu de Bâle. Chapeau. Alors, première question. Un peu, comment fonctionne le système de santé à Cuba? Quelles sont leurs priorités? Un peu expliquer aussi le système des 3 niveaux, des médecins, de la prévention, les lames aussi, si tu veux. Donc, internationalisme, solidarité internationale, aussi des désastres naturels, un peu en gros, volontiers. Merci Andrea. Oui, alors, je ne vais pas faire long, je vais faire vraiment essayer de faire un résumé de la situation. Je crois que le premier résumé, il est là derrière moi. La santé avant le profit, ça c'est leur principe. Le principe du système de santé qui a été mis sur pied en 1961, soit à peu près une année et demie après la révolution cubaine, avec les 7 principes que vous voyez également affichés derrière moi. Donc le premier, la santé est un droit de la population et est de la responsabilité de l'État. Ce système de santé, il est encore aujourd'hui maintenu par le budget de l'État, donc le budget national, par le poste le plus important de ce budget. C'est à peu près 27% du budget national et ça équivaut à peu près 6% du PIB. Je ne suis pas un spécialiste du PIB, donc je ne sais pas exactement, mais je sais que la Suisse, elle est à peu près à 13%.
donc nettement plus élevé pour finalement peut-être, on verra peut-être plus tard, les mêmes indicateurs de santé. Le système est organisé en 3 niveaux. Il est orienté principalement sur la prévention et puis l'attention de base par à peu près 15 000 ce qui s'appelle là-bas consultorio et ce qu'on pourrait appeler des cabinets de médecins de famille, qui sont en règle générale un endroit physique où se trouvent un médecin et une infirmière ensemble, et ces 2 professionnels font le suivi d'un rayon de population qui leur correspond. Le deuxième niveau, c'est les polycliniques. Chaque polyclinique, il y en a 430 à peu près. Chaque polyclinique chapeaute entre 20 et 60 de ces consultorios. C'est donc la première référence pour ces médecins de famille qui ont un statut un peu particulier, j'y reviendrai après. Dans les polycliniques, il y a l'attention spécialisée, la plus fréquente et la plus utilisée dans le rayon d'action de cette polyclinique. Mais ça peut varier d'un endroit à l'autre. À la campagne, la polyclinique, elle n'aura pas les mêmes spécialistes que dans un centre urbain, etc. En gros, tout ce qui est moyen de diagnostic un peu plus avancé, du laboratoire par exemple, qui ne se fait pas dans les cabinets de médecins de famille, sauf quelques rares choses de base, se fait ensuite dans ces polycliniques. L'électrocardiogramme, enfin des choses comme ça. Et puis le 3e niveau, ce sont les hôpitaux, qui sont au nombre de 280 à peu près sur tout le pays. La plupart des hôpitaux, mais pas tous, sont des hôpitaux d'enseignement, donc c'est là que les médecins apprennent leur métier, au fond, la partie, je dirais, hospitalière de leur métier. Ces 280 hôpitaux, ça représente à peu près 5 lits d'hôpitaux par 1000 personnes de la population. Pour comparaison, en Suisse, on est à 4,4, donc on est un petit peu en dessous, certainement par rapport au développement technologique auquel Cuba n'a pas pu avoir accès, un peu aussi par rapport à des attitudes qui font partie d'ailleurs de mon activité aussi d'enseignement à Cuba, qui est de passer de l'hospitalier davantage vers l'ambulatoire. Cuba a depuis donc 1960 formé un nombre important de médecins. Actuellement, le taux de médecins par habitant, c'est de 9, et plus 9 infirmières à peu près par habitant. Par 1000 habitants. Par 1000 habitants, pardon. Par 1000 habitants. Pour comparaison de nouveau, l'Autriche, qui est le pays des pays de l'OCDE qui a la densité la plus élevée, en est à 5. Donc, un tout petit peu plus que la moitié de Cuba. Et, chose qui semble importante aussi en comparaison avec, en tout cas, la Suisse, c'est que la médecine dentaire, elle est comprise dans la médecine, dans le système de santé. Donc, typiquement, les médecins dentistes font partie des polycliniques, voire des hôpitaux selon leur affectation. Donc, ça fait
et ça fait partie intégrante d'un système de santé qui est, il faut le répéter puis le souligner, totalement gratuit par pour tous les usagers, donc la population de Cuba. La formation des médecins, Cuba forme environ 10 000 médecins par an. Les autres collègues, ils sauront peut-être mieux quel est le nombre en Suisse pour avoir une comparaison. Et environ 30 000 professionnels de la santé autres, infirmières, physiothérapeutes, psychologues, etc., par an. À la fin de la formation, donc la dernière année de formation, ils font ce qu'ils appellent l'internat, qui est en fait un travail dans les services hospitaliers, éventuellement dans certaines polycliniques, comme déjà médecins sous supervision, mais médecins plus ou moins indépendants. À la fin de la formation, les médecins font 2 ans de service qui est appelé social, qui veut dire qu'ils sont à la base, en fait, donc dans le premier échelon de système de santé. Ils travaillent comme médecins généraux, comme médecins généralistes. Et c'est la raison dont je parlais tout à l'heure qu'ils ont besoin quand même de référents professionnels dans les polycliniques. Tu parlais d'une autre formation qui est celle de l'ELAM. L'ELAM, c'est une école de médecine pour des étrangers, enfin des élèves d'autres pays, qui a été mis sur pied en 1999 à la suite de l'ouragan Mitch, qui a particulièrement affecté l'Amérique centrale et les Caraïbes, et qui a révélé les déficits en personnel formé dans ces pays. Donc, Cuba a offert de créer cette école de médecine qui donne la même qualité d'études de médecine que leurs propres universités pour des étrangers. Actuellement, après un peu plus de 20 ans d'existence, on est à 40 000 médecins qui ont été formés, enfin qui ont pu suivre les études de 141 pays. Voilà, donc ça fait aussi partie de la formation des médecins. Un petit pourcentage de ces médecins qui sont formés à l'ELAM, ceux qui sont vraiment de bonne qualité, on peut dire, qui ont fini leurs études avec des éloges, ils peuvent faire une spécialisation par la suite dans l'idée de rentrer dans leur pays chaque fois et d'amener cette qualité de la médecine cubaine dans leur pays. L'autre aspect de l'internationalisme, c'est les missions médicales qui ont commencé en même temps que le système de santé. Vous avez vu, c'est dans les 7 principes, c'est l'internationalisme. La première mission a eu lieu en 1962 en Algérie et depuis se sont succédés. On est plus ou moins à 600 000 missions depuis 1961, auxquelles ont participé 325 000 professionnels. Et ceci dans 158 pays. Je vous laisse imaginer, 158, c'est presque les 9/10 des pays du monde.
En 2005 est venue s'ajouter à ces missions une brigade un peu particulière. Elle a été formée à la suite de l'ouragan, de nouveau un ouragan Katrina qui a affecté en particulier le golfe de Mexique et très sévèrement les États-Unis. Et Fidel Castro se dit à ce moment-là, sur le plan diplomatique, on va jouer fort, on va leur proposer, nous, cette aide, et pour qu'elle soit un peu moins latine, un peu plus présentable, il l'a appelé selon un combattant américain avec les Cubains lors de la guerre de libération au XIXe siècle, Henry Reeve. Jérôme va parler après de la pratique de cette, ou d'une de ces pratiques de cette brigade, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. Ok, merci. Juste pour les langues, je me rappelle, j'ai vu un documentaire très intéressant au Festival de la Rhône il y a quelques années qui s'appelle communitydoctors.com. Vous connaissez? Il montre comment les Nord-Américains ou les Philippins ou d'autres étrangers ont pu avoir leur formation à cette école et comment ils sont impressionnés par la façon comment on traite les individus, les humains en entier. Ils disent, mais chez nous, c'est pas comme ça. Ici, on a appris à voir la personne derrière le malade. Et c'est un documentaire que je vous conseille à tous. Ok, alors allons directement à Franco Cavalli. Alors, Franco Cavalli est professeur, bien sûr, docteur médecin, ancien directeur à l'Institut d'oncologie à Dessin et de l'OICC, oncologue de renommée mondiale. Le docteur Cavalli a travaillé aussi bien dans la recherche que dans l'enseignement, dans divers établissements et institutions de Suisse et de l'étranger. Ancien conseiller national du Parti socialiste, il est actuellement président de Medicuba Europe et vice-président de Medicuba Suisse. Il est également membre du comité de l'AMCA, Association pour l'aide médicale d'Amérique latine. Centrale. Hein? À l'Amérique centrale. En Amérique centrale, ok. Et puis, aurais-je oublié? Non, il a fait beaucoup de choses. Alors, ma question, vous avez tous les trois été à Cuba plusieurs fois, vous avez collaboré étroitement avec vos homologues sur place, toi spécifiquement dans l'oncologie, je m'imagine. Et comment ça se fait que les Cubains sont tellement en avance dans le domaine de la biotechnologie? Si tu pouvais aussi approfondir un peu les choses que Martin a commencé. Aussi la biotechnologie après la chute de l'Union soviétique, des idées de Fidel, le fonctionnement plus concrètement de leur fabrication de médicaments, des vaccins, de l'inventivité. Ouais, à peu près. Ok. Merci beaucoup. J'essaierai moi aussi de ne pas parler trop longtemps. J'aimerais ici, ce domaine, ce thème dont nous parlons ce soir, pour ceux qui comprennent mieux l'allemand que le français, peut-être il y en a ici à Fribourg. Alors, un article que j'ai écrit pour une revue, Widerspruch Kubas Gesundheitswesen und die Pandemie, je laisse une dizaine de copies ici, ceux qui veulent peuvent le prendre après. Alors, oui, peut-être deux petites choses avant, puis je viens à ce thème-là. D'abord, ce que Martin a dit, c'est très important, que, disons, le succès du système de santé cubain est dû au fait qu'il est basé sur, disons, les médecins de famille. Et les médecins généralistes
qui sont vraiment ceux qui sont les plus importants du point de vue de la santé et de la population. Ce que souvent en Europe est un problème. Je me rappelle pendant la crise en Grèce, on a essayé d'aider les médecins grecs, et en Grèce, il y a 85% des médecins sont des spécialistes. Il n'y a presque pas de médecins de famille de généralistes, et ça c'est une grande faiblesse. Mais ce qui est important, c'est que les médecins de famille à Cuba, il y a un médecin pour 600 000 habitants, et il est obligé de voir ces personnes 2 fois par année. Si les personnes ne vont pas chez lui, c'est lui qui doit aller à la maison, voir si la tension artérielle va bien, comment il vit. Donc, il y a un contact très, très étroit. Et moi, je crois que c'est ça la raison principale pour laquelle aujourd'hui Cuba a une espérance de vie qui est plus longue que celle des États-Unis. Bon, les États-Unis, ce n'est pas un bon exemple, parce que c'est un des 5 pays au monde qui, pendant les dernières 5 années, ont eu une diminution constante de l'espérance de vie. Non? Et les autres 4, c'est la Somalie, le Yémen, l'Afghanistan et la Syrie. Mais quand même, si vous voyez ce que dépensent les États-Unis, 16 ou 17% de leur produit national pour la santé, ça donne vraiment l'impression de l'efficacité du système cubain. C'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé a toujours dit ça, c'est le système que tous les pays du Sud devraient adopter pour essayer de résoudre les problèmes dans le secteur de santé. Et c'est là un peu la raison pour laquelle Medicuba est né en 1991, parce que quand il y a eu la grande crise, après la disparition de l'Union soviétique et des pays de l'Est, Cuba a perdu presque la moitié du produit brut en 6 mois. Vous pouvez vous imaginer ce que ça veut dire. La crise grecque, c'était 15% de diminution. Et surtout à cause du blocus, Cuba ne pouvait pas trouver des alternatives et le système de santé était en grave difficulté. Tu as dit justement le secteur de l'oncologie que j'ai suivi particulièrement. Après 2 ans, tous les appareils de radiothérapie de l'île ne fonctionnaient plus parce qu'il n'y avait plus de pièces de rechange qui arrivaient et des pays qui avaient produit ces instruments de radiothérapie. Et alors c'est pour ça que nous avons créé en 1991 Medicuba pour essayer d'aider au système cubain à surmonter cette crise, vu que, aussi pour les activités internationalistes de la médecine cubaine, le fait que le système fonctionne bien, ce n'est pas seulement important pour le Cubain, mais c'est important pour les gens dans beaucoup de pays. On a créé d'abord Medicuba Suisse et après Medicuba Europe, qui aujourd'hui a des sections dans une quinzaine de pays européens. Maintenant, le problème de la biotechnologie, ça peut s'expliquer. La biotechnologie à Cuba a un niveau très élevé. Même dans les revues scientifiques américaines, on reconnaît qu'après les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon, il y a Cuba, si on veut faire un classement des pays de la qualité de la recherche biotechnologique et de la production de médicaments biotechnologiques. Et ça s'explique pour le fait que à Cuba, la médecine est très étroitement liée. Elle est d'un côté très humaine, comme je vous ai dit avant, mais elle est aussi très scientifique. Et ça, c'est aussi un peu disons, le mérite de Fidel Castro, qui était quelqu'un qui était un enthousiaste de la médecine et de la science. On dit qu'il y avait toujours tout le temps des aides qui lui résumaient, il préparait des résumés des revues internationales les plus importantes de médecine et de la biologie. Et alors, dans les années 70, vers la fin des années 70, il a décidé qu'il fallait s'orienter dans le secteur de la recherche de la biotechnologie, et il a commencé, disons, à ce moment-là, disons, fin 70, début années 80,
dans le cancer, mais dans beaucoup de